L'Afrique n'aime pas comparer les morts. C'est un manque d'éducation que de le faire. Par conséquent, je m'incline respectueusement sur la mémoire de toutes les nationalités ayant perdu la vie en Afrique en général et au Sahel en particulier. Ainsi, sur les sorties hasardeuses, condescendantes et malheureuses du président de la République française Emmanuel Macron, et qui frise souvent le ridicule, tout en se glorifiant d'une hypothétique condescendance sur les peuples africains, je m'impose le devoir de lui faire un petit cours d'histoire sur sa propre histoire. Voilà pourquoi les salles de classe sont faites pour que les enfants apprennent les cours et grandissent bien, que de s'adonner à autre chose, au risque de se perdre à jamais. Le discours du ministre de la fonction publique du Burkina Faso, son Excellence Bassolma Bazié, est tellement profond et rempli de vérités extraordinaires, qu'il mérite d'être analysé et partagé au maximum. Je reviens sur un point très important de son discours, il s'agit des leçons d'histoire qu'il rappelle à Macron. C'est en réponse aux propos suivants que Macron ne cesse de tenir quand il parle du terrorisme au Sahel. Enfin, parler de stabilité, de sécurité et de lutte contre le terrorisme me conduit évidemment à évoquer l'Afrique. Nous n'avons pas en Afrique uniquement, avant tout, et je dirais même comme accent tonique, une approche sécuritaire. Je vais ici être très clair, et j'y reviendrai dans un instant. Mais enfin, de fait, nous avons eu une implication sécuritaire parce qu'il y avait des risques terroristes, et qu'il y en a toujours, et parce qu'il y a eu une demande d'État souverain que nous venions les aider. Et c'est dans ce cadre qu'a été décidée d'abord l'opération Serval, puis l'opération Barkhane. Je le dis avec beaucoup de force parce que si on l'oublie aujourd'hui, et si on cède aux arguments inadmissibles de cette alliance baroque des prétendus panafricains avec les néo-impérialistes, on vit chez les fous. La France est intervenue dès 2013 parce que des États nous ont demandé d'intervenir parce qu'ils étaient en train d'être simplement coupés en deux. Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Je peux vous le dire avec certitude. Et donc quand j'entends parfois même des responsables politiques français nous expliquer que Barkhane serait une défaite, je le dis, ne prenez pas les arguments de l'ennemi. Parce qu'à ce moment-là, vous desservez tout le monde. Vous rendez un drôle d'hommage à nos militaires. Écoutez, d'abord nous sommes au Niger parce qu'à la demande des pays de la région, nous avons été lutter contre le terrorisme. Et quand je vous parle aujourd'hui de cette question, je pense à tous nos soldats qui sont morts au Sahel pour la paix de cette région et pour lutter contre... Écoutons le grand cours d'histoire que le ministre burkinabé de la fonction publique donne à Macron. Nous en discutons juste après. Voilà pourquoi les salles de classe sont faites pour que les enfants apprennent les cours et grandissent bien, que de s'adonner à autre chose, au risque de se perdre à jamais. Mais pour commencer, je précise qu'aucun peuple africain ne s'est opposé au peuple français. Il n'y a pas donc de sentiment anti-français en Afrique. Il n'y en aura jamais du fait de notre légendaire hospitalité et amour du prochain. Il n'y a que les peuples africains refusent la condescendance, l'arrogance, l'insolence, la suffisance, le paternalisme, le pillage de ses ressources et le crime organisé. En effet, pour votre mémoire, M. Emmanuel Macron, d'abord, je rappelle l'appel à travers la BBC en Angleterre le 14 juin 1940, lancé par votre propre grand-père, le général de Gaulle, à l'endroit de l'Afrique pour venir sauver la France des griffes des nazis. Comme rappel, nous avons 17 000 Maliens morts pendant les 2 guerres mondiales, d'une dette de sang que la France semble avoir occultée. S'ils le veulent, qu'ils aillent dans le livre, confère livre de Bakary Kamia, professeur agrégé de l'université Sorbonne. J'ajoute dans ce même document, à la page 344, au tableau 21, les vétérans soudanais des 2 guerres. Il en résume un total du Burkina Faso, du Mali et du Niger à 82 208 combattants qui sont tombés. Et au niveau de l'Afrique occidentale française, il y a eu 154 519 combattants mobilisés.
qu'il se confère donc aux sources Henri Léger, rapport de fin de mission en AOF Dakar, le 13 juin 1950, archives du Sénégal, code 4 D 68, entre parenthèses 89, voire annexe 5. Ensuite, le 17 novembre 1986, François Mitterrand, président français d'alors, en réponse au capitaine Thomas Sankara, disait ceci, je cite, « L'Afrique a été pillée. J'ai parlé de matières premières. J'aurais dû parler des hommes. Pendant des siècles, on vous a exploité humainement. On a volé vos hommes, vos femmes, vos enfants. On s'est servi de vous. Je comprends votre refus, votre révolte, et j'approuve votre combat. Vous avez raison de refuser d'être un continent sacrifié. Le moment est venu où vous devez vous-même développer vos économies à partir de ces biens et de ces hommes. Et le devoir de ces pays qui ont profité abusivement du travail africain, c'est de restituer à l'Afrique une part de ce qui a été pris au travers des siècles derniers. » Fin de citation. Effectivement, l'Afrique a toujours été vachement pillée, mais elle reste riche en hommes, en valeur et en richesse minière. Pour preuve, parlant de ses ressources minières, l'Afrique, c'est 30% des ressources minérales mondiales, 40% des réserves d'or, 33% des réserves de diamants, 80% des réserves de coltan, 60% des réserves de cobalt, 55% des réserves en uranium, etc. C'est pour la défense ferme de cette Afrique que la jeunesse africaine est plus que jamais debout. Monsieur Macron, avez-vous encore besoin d'un peu d'histoire pour vous remémorer? Enfin, bien avant cette sortie regrettable et donc malheureuse du président français Emmanuel Macron, il s'était attaqué, comme tant d'autres de ses compatriotes politiciens, à la maternité africaine. Ici, le ministre fait allusion aux propos de Macron en 2017 lors du G20, lorsqu'il a été interrogé sur le développement de l'Afrique. Il avait dit ceci. Une lutte pour la bonne gouvernance, d'une transition démographique réussie, quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Ainsi, selon Macron, si l'Afrique souffre et est sous-développée, c'est à cause des femmes qui enfantent beaucoup d'enfants. Vous en pensez quoi? Écoutons la réponse du ministre burkinabé et nous en parlons juste après. Et là aussi, je tiens à lui rappeler que l'Allemagne compte 80 millions d'habitants environ sur une superficie de 347 000 km² face au Congo qui a 95 millions d'habitants sur une superficie de 2 345 000 km². Deuxièmement, la Belgique compte 11 millions d'habitants sur une superficie de 30 000 km² face au Gabon qui a 2,5 millions d'habitants sur une superficie de 267 000 km². Troisièmement, la France compte 68 millions d'habitants sur 672 329 km² face à la Namibie qui compte 2,5 millions d'habitants sur une superficie de 825 000 km². C'est fort de tout ce qui précède que, justement, Aimé Césaire, paix à son âme, disait, je cite, « L'Afrique est le seul continent au monde où les populations chantent et dansent et applaudissent pour ceux qui les appauvrissent, les affament et les torturent. Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. » Fin de citation. Le ministre, par ses comparaisons, veut montrer que la démographie des pays d'Afrique est bien plus faible que celle de beaucoup de pays en Occident. Sa comparaison est bien juste. Plusieurs pays sont plus peuplés mais très développés. Si l'Afrique souffre, c'est à cause de l'exploitation injuste de ses ressources par les colons. Écoutons l'analyse qui suit, qui vient appuyer les réponses du ministre. On nous a tous appris qu'il fallait limiter les naissances. Mais on ne nous a jamais dit pourquoi il fallait limiter les naissances. Et vous voyez que ce débat revient de plus en plus. Moi, je vous dis, du haut de toutes les grandes études que j'ai faites, et après avoir vécu 22 ans en Europe, en Suisse notamment, que l'Afrique est un continent sous-peuplé. Et je considère que l'Afrique doit continuer à peupler sa terre. Parce que c'est ça qui fera la force de l'Afrique. Quand un soi-disant intellectuel le dit, ça peut paraître suspect. Parce qu'on a l'impression de sortir du moule. Mais justement, on nous a mis dans un moule qui ne convient pas à nos besoins de développement. Moi, jeune, je me demandais toujours, mais pourquoi les Européens ont réussi à nous coloniser? Parce que bon, on voit toujours l'Afrique. C'est des grandes surfaces, on voit toujours beaucoup de population. Et on pouvait se dire, mais comment ces gens-là peuvent faire 3 000, 4 000, 5 000 kilomètres venir en minorité et
et nous développer. Il y a une dimension qui ne sort pas dans nos livres d'histoire. Mais en 1900, il y a un siècle, en Afrique, on était 140 millions. Que 140 millions. C'est presque la moitié de la population du Nigeria actuellement. Et c'est toute l'Afrique. On n'était que 140 millions. Et en 1900, la toute petite Europe était à 420 millions d'habitants. Ça, il faut le raconter à vos enfants pour qu'ils comprennent que ce n'est pas parce qu'on était faible et paresseux, parce qu'on avait une puissance démographique dans un petit territoire qui était en conquête. Ils étaient 420, on était 140 millions. Donc en 1900, l'Europe était 3 fois plus peuplée que l'Afrique. Maintenant, si on fait une projection, dans une génération, en 2050, nous serons 2,5 milliards. Bravo, moi je fais partie de ceux qui applaudissent. Bravo. Et l'Europe sera à 525 millions d'habitants. On sera 7 fois plus nombreux qu'eux. Maintenant, pourquoi il y a ce discours européen sur la limitation des naissances? Parce qu'ils ont compris un trait d'histoire particulièrement important, que les grandes puissances peuvent s'appuyer sur énormément d'autres arguments, mais le premier argument de la puissance d'un pays, c'est sa démographie. Il y a une certaine peur, une certaine angoisse des nations qui ont déjà dominé le monde avec cette puissance démographique, de voir que la balle est en train de se retourner et que demain, eux seront la position du plus faible. Donc l'Afrique, si on prend, bon, j'aurais pu prendre le temps de le dire, si on regarde les densités de population en Afrique, nous sommes encore en deçà de la moyenne. Sauf le Nigeria, qui est même dans une moyenne par rapport à certains grands pays comme le Pakistan ou l'Inde ou le Bangladesh. Donc non, l'Afrique n'est pas surpeuplée. Et je terminerai sur cette question en disant quelque chose qui vient de mes observations. On nous fait croire qu'en faisant beaucoup d'enfants, nous aurons des problèmes. Pourquoi? Parce que l'Européen, l'Américain, quand il voit un enfant né qui est en Afrique, il ne voit pas l'enfant. Il voit la bouche de l'enfant. Il voit l'enfant à nourrir. Il voit les charges supplémentaires. Et il ne veut pas avoir de charges supplémentaires. Mais quand le même Européen ou l'Américain voit un enfant américain ou européen naître, il ne voit pas la bouche de l'enfant. Il voit le cerveau de l'enfant capable de créer des richesses pour faire développer son pays. Donc l'enfant africain est une bouche, l'enfant américain ou européen est un cerveau capable de créer des richesses. C'est à nous de changer ce paradigme pour dire que nous pouvons être pauvres et être en manque de moyens, mais nous voyons en nos enfants des potentiels qui régleront les problèmes de demain. Et l'Europe et l'Amérique ont peur de tous ces éléments. Donc c'est à nous de réorganiser le paradigme. Maintenant, la question de faire le nombre d'enfants, c'est une question personnelle, mais dans nos politiques de population, dans nos politiques de développement, nous devons tenir compte du fait que la puissance démographique vous donne une puissance dans le monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, si vous prenez les critères de classification des pays dans le monde, avec les pays développés, les pays en développement, les pays les moins avancés. Les pays les moins avancés, ce sont des pays comme le Sénégal, qui sont relativement pauvres. Le critère démographique joue un rôle tellement important que si vous êtes au-dessus de 75 millions d'habitants, quel que soit votre niveau de pauvreté, on ne peut pas vous classer dans la catégorie des pays les moins avancés. C'est le cas du Bangladesh, par exemple, qui aurait le même niveau de vie équivalent au Sénégal. Mais puisque c'est une puissance démographique qui a plus de 75 millions d'habitants, on voit le potentiel démographique qui est totalement antinomique avec l'idée d'un PMA. Et ceux qui font ce classement le savent. Donc, il faut que l'Afrique sorte de ce paradigme. Il nous faut une transition démographique pour qu'en 2050, on ait nos 2,5 milliards d'habitants et qu'on domine ce monde. C'est possible. Que pensez-vous de cette analyse? Je précise que, comme il l'a dit, la question du nombre d'enfants à avoir dans un foyer est une question interne et personnelle pour chaque foyer. Il est sans doute très important que les parents planifient les naissances et prennent leurs dispositions pour prendre en charge les enfants. Sinon, au lieu que la démographie soit une source de développement, elle deviendra un véritable problème. Plusieurs enfants sont malheureusement laissés pour leur compte et deviennent malheureusement des délinquants. Mais à part cet aspect, la puissance démographique n'est-elle pas corrélée avec la puissance économique d'un État ou d'un continent? Je veux ton avis sur le sujet. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de l'aimer, de la partager et de me donner ton avis en commentaire. À très bientôt. Dieu te garde.